Wow, got me. Marceau, le soir. Radio X. 8h02, c'est le temps d'aller rejoindre l'enquêteur du paranormal, Christian Page. Salut Christian. Salut Yannick. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. Hey, tu me donnes du trouble, toi, Christian. Pourquoi? Ben, la semaine dernière, on a parlé ensemble. Oui. On a fait tirer 3 livres de Christian Page, l'enquêteur du paranormal au cinéma. OK. Puis là, les gens, il y a des gens, des fois, qui écoutent la radio en bruit de fond, mais quand ils ont entendu parler que tu avais un livre, se sont ramassés chez Archambault pour ne pas le nommer, puis ton livre était pas disponible la semaine passée. Non, il est disponible depuis aujourd'hui. Right now. Ouais, exactement. Il est sorti ce matin. Alors, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui, là, décident de récidiver pour retourner chez pour ne pas le nommer, Archambault. Ouais. Alors, ils pourront le trouver effectivement là en tablette. OK. Chronique du paranormal. Aujourd'hui, on parle de la Russie qui a procédé à un lancement d'une nouvelle sonde d'exploration, une sonde particulière. Oui, effectivement. Tu sais, Yannick, que depuis quelques années, on a l'impression que la recherche de vie extraterrestre est passée un peu au premier plan de la recherche dans le domaine de l'espace. Hein. C'est sûr qu'il y a toujours cet objectif d'explorer les frontières, d'aller au-delà, où tout homme est allé, comme le disait dans Star Trek. Là. Oui. Mais c'est vrai qu'on dirait que cette recherche de la vie extraterrestre est devenue un peu le leitmotiv de toutes sortes de missions. Et là, c'est encore le cas avec cette sonde lancée par la Russie il y a 2 jours. Donc, c'est une sonde qui est en route vers Mars. Elle devrait arriver là cet automne, aux alentours du mois d'octobre, d'après les prévisions des scientifiques. Et c'est une sonde qui a été conçue à la fois par la Russie et l'Agence spatiale européenne. Et ce qu'il y a de particulier avec cette sonde, c'est que sa caractéristique première, c'est de documenter la possibilité de vie sur la planète Mars. On a l'impression ici que c'est un peu du réchauffé parce que à chaque fois qu'on envoie une sonde sur Mars, il y a toujours cette notion de va-t-on trouver de la vie? Y a-t-il de la vie sur Mars? Puis on a l'impression que mission après mission, on trouve rien, mais des indices, et finalement, on en est toujours à se répéter. Et là, ce que la sonde russe va faire, c'est qu'une fois qu'elle sera en orbite autour de la planète Mars, elle va lancer un robot d'exploration qui va traverser l'atmosphère de Mars, qui est une atmosphère qui est excessivement ténue. Et au moment où la sonde va être en descente, elle va renifler, entre guillemets, l'air de Mars. Et en faisant ça, elle va bien sûr analyser son contenu. Et l'idée de ça, c'est, on espère y trouver du méthane. Le méthane, c'est un des premiers marqueurs de la présence de vie ou de micro-organismes. Ouais. Et qui plus est, si ce méthane est combiné avec des isotopes de carbone 12, tout ça nous semble très complexe, mais tout ça pour te dire... Pour que ce soit moins complexe, on peut dire que du méthane, ça peut être des pètes de vache. Oui, exactement. Sauf qu'il n'y a pas de vache sur Mars. Non, effectivement. Mais si on retrouve ces marqueurs-là, je comprends, ce sont les briques avec lesquelles se forme la vie. Et c'est ça qu'on espère faire. Et là, donc, avec cette nouvelle sonde, les scientifiques sont très encouragés parce que, on le sait, les sondes précédentes ont révélé, en fait, des détails de la surface de Mars qui montrent bien, puis on en a même trouvé, là, comme des sortes de cristaux, qui montrent bien qu'il y a eu de l'eau dans un passé lointain sur Mars, qu'il y a peut-être encore même un peu aujourd'hui de l'eau là, de manière très ténue. Et ça, ben évidemment, ça pourrait changer la donne et nous dire, ben voilà, il y a eu de la vie sur Mars et il y en a peut-être encore sous forme micro-organique. Là où il y a de l'eau, tout est possible. Oui, effectivement, et c'est amusant que tu mentionnes ça parce que au moment où je lisais cette nouvelle, il y a quelque chose qui m'a frappé et probablement que tu ne te rappelles pas de ça, mais les gens de ma génération, donc les gens qui ont 40-50 ans, vont se rappeler que il y a 30 ans, là, lorsqu'on allait à l'école, les professeurs nous disaient, évidemment dans les cours de sciences, on nous répétait en fait ce que les astrophysiciens disaient à cette époque, c'est qu'il n'y avait pas de vie ailleurs dans le système solaire. Hein. On disait, la seule place là, dans notre système solaire où il y a de la vie, c'est sur la Terre. Puis c'est assez amusant parce que si on regarde les découvertes scientifiques des 20 dernières années à peu près, et particulièrement dans le domaine de l'astronomie, on a complètement redéfini ce tableau-là. C'est-à-dire que là, on croit qu'il pourrait y avoir de la vie microbienne sur Mars ou dans la surface de Mars. Mais on sait également qu'il y a des lunes, par exemple, de Jupiter, Europe, je pense à celle-là, qui est couverte de glace. Et on croit que sous cette couverture de glace, il pourrait y avoir de l'eau à l'état liquide. Et comme tu l'as dit, de l'eau à l'état liquide, ben, ça rend possible la possibilité de forme de vie. Il y a également une lune autour de Jupiter qui s'appelle Encelade.
et dont on a observé des éruptions d'eau dans l'espace. Donc là, encore une fois, ça relance la possibilité qu'il pourrait y avoir de la vie. Bref, uniquement pour te dire que les dernières découvertes dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique laissent présager qu'il pourrait y avoir de la vie ailleurs, dans notre système solaire, ailleurs que sur la Terre. Et ça, bien évidemment, c'est... Et on est loin des petits hommes verts là, qu'on imagine débarquer des soucoupes volantes, mais déjà découvrir de la vie non terrestre, donc vraiment de la vie extraterrestre, même si c'est encore des micro-organismes, ce serait un avancée spectaculaire dans le domaine de la science. Prochain sujet, tu voulais encore donner des frissons à Laurence. Tu veux nous parler d'une étude sur les relations d'outre-tombe. Écoute, ça, c'est vraiment une nouvelle absolument extraordinaire. Moi, j'adore les études lorsqu'elles sont menées par des groupes scientifiques. Puis c'est bon, faut pas se le cacher. C'est sûr que les scientifiques sont souvent très intéressés d'étudier la mousse verte, ses crotons, tu sais. Mais pour le néophyte, là, lire la mousse verte, ses crotons, les résultats, c'est pas très intéressant, tu sais. Alors là, voilà qu'il y a une équipe de scientifiques du département de la santé de l'université de Milan qui se sont penchés sur. Bon, je vais essayer de résumer ça. On a tous entendu parler autour de nous de gens, des veufs ou des veuves, qui soutiennent qu'après le décès de l'être cher, ils ont senti la présence. Et on dit, deux, 3 jours après le décès de mon mari ou de mon épouse, j'ai senti son parfum, j'ai senti un toucher, j'ai eu l'impression de l'entendre de parler. Alors, je pense que si on fouille dans nos familles respectives, on va tous trouver un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère qui va nous raconter une histoire comme celle-là. Ben écoute, Yannick, cette recherche-là s'est penchée justement sur cette notion de j'ai des contacts avec un proche disparu. Et là, on découvre que de 30 à 60%, c'est énorme, là. Oui. 60%, c'est 6 sur 10, là. De 30 à 60% des veufs et des veuves affirment avoir eu des contacts avec le ou la disparu. Et que ce phénomène-là, donc, il est excessivement courant. Et dans l'étude, parce que je vais y revenir là-dessus, dans l'étude, on appelle ce phénomène, et là, je prends textuellement ce que l'étude en dit, et elle appelle ça des hallucinations post-deuil. Mais tu vas voir, je vais te revenir sur cette notion d'hallucination. Donc, si on reprend l'étude dans sa généralité, on découvre là, donc que ces expériences-là sont excessivement courantes. Les gens qui ont vécu ce type d'expérience, généralement, préfèrent ne pas en parler, si ce n'est dans un proche entourage. Mais Christian, qu'est-ce qu'on définit comme contact avec la personne qui est portée disparue? Oui, voilà. Donc, cette expérience, j'allais dire que les gens en parlent pas, si ce n'est dans le proche autour d'eux, parce qu'ils ont peur, évidemment, de passer pour des malades mentaux. Et comme tu le demandes, Laurence, évidemment, les scientifiques se sont penchés sur la notion de qu'est-ce que c'est que cette expérience, qu'est-ce que les gens vivent. Alors, les gens disent qu'ils entendent parfois des voix du défunt, des sensations de toucher, des odeurs ou des impressions de présence. Et même dans certains cas, ça peut aller jusqu'à l'observation, là, le fantôme du défunt. Ce qui est intéressant là-dedans, parce que là, encore une fois, je te répète, ce sont des scientifiques du département de la santé de l'Université de Milan. Là, on n'est pas ici en présence d'un groupe de chasseurs de fantômes. Là. C'est vraiment des scientifiques qui se sont penchés là-dessus. Et l'étude montre que ces phénomènes-là se produisent de manière spontanée, et pas forcément, de manière spontanée, mais pas forcément alors que la personne pense au défunt. Parce que là, évidemment, on pourrait dire, c'est sûr, il est Madame Machin ou Monsieur Machin est assis chez lui, seul, il se remémore des souvenirs de sa veuve, de son épouse ou de son mari décédé, et soudain, dans cette nostalgie, il a une impression de présence. Pas du tout. L'étude montre bien que ce phénomène-là peut se reproduire à n'importe quel moment. Donc, monsieur, madame, vaque à ses occupations, il n'a aucune pensée pour le défunt au moment où ça va se produire, et soudain, il a l'impression d'être touché, et soudain, il est tiré de son travail ou de son hobby parce qu'il sent une odeur ou a l'impression d'entendre une voix. Et ça, c'est très curieux parce que au départ, on avait l'impression, dans l'étude, que ce phénomène-là était voisin de ce qu'on pourrait appeler des chocs post-traumatiques. Mm-hmm. Mais dans le cas présent, on souligne que non seulement l'expérience ne semble pas se comporter comme le font les flashbacks des expériences post-traumatiques, mais en plus de ça, cette expérience-là, elle est récurrente et va perdurer souvent pendant des années. Donc, monsieur, madame, qui survit là à un défunt proche, pendant 10, 20 ou 30 ans, risque de vivre des expériences comme celle-là.
Et ça, c'est très étonnant parce que là, les scientifiques sont un petit peu ambigus avec ça. Ils se disent, bon, est-ce qu'on est vraiment en présence d'un phénomène, une sorte de pathologie psychologique ou psychiatrique qu'on a mal identifiée, qu'on pourrait appeler la pathologie des revenants de proches disparus, ou bien est-ce qu'on est réellement en présence de revenants? C'est la question. Et c'est la question. Okay. Et là, en ce moment, bien évidemment, tu comprends que la science ne peut pas se prononcer sur l'existence de l'au-delà. Mais ce que raconte cette étude-là, c'est excessivement intéressant et ça nous amène à réfléchir, encore une fois, sans avoir de réponse, sur la possibilité d'une vie après la mort. Moi, Christian, j'ai jamais vu ou ressenti de manifestation d'outre-tombe, mais quelquefois, j'ai eu l'occasion de recueillir des témoignages, que ce soit lors de ton passage ou une autre personne qui nous parlait de ça. Puis les odeurs reviennent souvent et quelquefois, il y a plusieurs témoins de ces odeurs-là. Exemple, 2 sœurs qui se regardent et qui disent « Hey, c'est parce que là, ça sent comme grand-papa quand il passait, puis il passait ses journées sur la chaise, tu t'en souviens? » C'est des hallucinations de groupe, ça se peut pas. En fait, je dis que ça se peut pas, mais Montréal, en 1990, au-dessus de Place Bonaventure, il y en a une couple qui ont vu des hallucinations, puis ils ont vu pas mal la même affaire, non? Non, mais c'était pas des hallucinations. Non? Absolument pas. Dans le cas de 1990, l'incident dont tu parles est l'OVNI de la place Bonaventure, qui est devenu un classique dans l'histoire des OVNIs au Québec. Dans le cas présent, il ne peut pas s'agir d'une hallucination, puisqu'on a une photographie. En fait, on a des photographies du phénomène. Une en particulier, là, parce que on vers à peu près 21h pour mettre un peu les auditeurs dans le bain, là, de quoi on parle. Le 7 novembre 1990, un phénomène lumineux, aérien, a été observé là, au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure, en plein centre-ville de Montréal. On compte à tout le moins là, sur le toit de l'hôtel Bonaventure, parce que c'est un peu le point de ralliement, c'était les gens qui étaient là. Il faut savoir qu'on a une piscine que l'on peut utiliser à l'année sur le toit de l'hôtel Bonaventure. Donc, c'était des baigneurs qui se trouvaient là, qui ont vu le phénomène au début. Ils en ont informé la lifeguard, qui, elle, en a parlé à la sécurité de l'hôtel. Et là, la sécurité de l'hôtel ont appelé la police. Donc, tout ça a fait un effet domino. Et on s'est retrouvé avec plein de gens sur la terrasse de l'hôtel qui observaient ce phénomène-là. Mais c'est sûr que depuis la rue aussi, des gens devaient l'observer. Et uniquement, si on parle de l'hôtel Hilton, sur le toit de l'hôtel, on parle de plusieurs dizaines de personnes qui étaient là, qui ont observé le phénomène. Et vers 21h, à peu près, un journaliste du quotidien La Presse, Marcel Laroche, s'est présenté sur place et a pris plusieurs photos, dont l'une en particulier qui a été publiée, qui est magnifique et qui montre bien cette couronne de lumière. Donc ici, on n'est pas en présence d'une hallucination. On peut pas photographier une hallucination de cette manière-là. Et donc, les témoins, ça serait quand même une première. J'ai eu une hallucination et je l'ai photographiée. Mais donc, dans ce cas-là, on ne parle pas d'hallucination. On parle bel et bien d'un phénomène aérien lumineux qui était inexpliqué en 1990 et aujourd'hui, en 2016, demeure tout aussi inexpliqué. OK, mais pour ce qui est de 2 sœurs qui racontent la même histoire, comme quoi ils ont senti le grand-père puis ils ont vu la chaise berçante bercer, je veux dire, c'est une hallucination de groupe. On n'a jamais vu ça, là. Voilà. Et comme tu le dis, c'est justement ce qui place nos fameux chercheurs du département de santé de Milan, ce qui les place dans cette ambiguïté de se dire, bon, attends une minute, là, dans un premier temps, ce que l'on voit, c'est que ces phénomènes-là sont récurrents et très nombreux. 16 personnes sur 10, à peu près, racontent avoir vécu des expériences comme celle-là. Il y a, dans certains cas, des témoins multiples dont tu parles. Et même là, comme l'expérience semble se produire à tout moment sans qu'il y ait une volonté, une pensée de réfléchir, d'être nostalgique par rapport à celui ou à celle qui est disparue, évidemment, tout ça nous amène à réfléchir et à se demander, est-ce que le cerveau nous joue réellement des tours ici? Et donc, si c'est le cas, bien évidemment, c'est vraiment extraordinaire de voir de quelle manière il réussit à le faire. Et ça, bien peut-être que la science de demain, là, dans le domaine des neurosciences, nous apportera des réponses. Mais au moment où on se parle, autant qu'on soit partisan de la théorie des neurosciences ou qu'on soit partisan de la théorie de revenants venus de l'au-delà, ben on n'a pas d'explication. Si ce n'est qu'on a un nombre, une quantité, et moi c'est les chiffres, je dois t'avouer, c'est pas tant l'expérience en soi que le chiffre, le 6 personnes sur 10 qui disent avoir vécu ce type d'expérience-là au décès d'un proche, ça, j'avoue que j'ai trouvé ça particulièrement troublant parce que c'est énormément de gens et que l'expérience soit aussi récurrente dans une communauté comme celle-là, dans une aussi grande communauté, ça nous amène sérieusement à réfléchir sur ce qui se passe à l'après-vie ou
ou l'après-mort, si tu veux. Toi, Christian, qui se promène un peu partout dans le monde pour faire des enquêtes, est-ce que tu prévois faire une croisière sur le Loch Ness? Il y a un nouveau bateau, là? Oui. Bon, j'y suis déjà allé au Loch Ness, alors écoute, je vais pas vendre le punch, mais si vous allez au Loch Ness, dans un premier temps, même en été, il fait froid. 2, vous ne pourrez pas vous baigner dans le Loch Ness parce que l'eau est complètement glacée. Alors évidemment, il faut essayer de trouver un attrait touristique pour visiter ce long lac qui se trouve dans le nord de l'Écosse et où on dit qu'il y aurait, en fait on raconte depuis des dizaines d'années maintenant qu'il y aurait une créature, je dis des dizaines d'années, mais écoute, soyons sérieux, le premier récit d'un monstre dans le lac, parce que le Loch Ness c'est un lac, et le premier témoignage date aux alentours de l'an 560 à peu près. Donc on a un vieux monstre là de 1500 ans là. Donc le premier récit date de 500 ans après Jésus-Christ, et là encore aujourd'hui, donc on raconte qu'il y aurait mais sûrement des créatures lacustres inconnues dans le lac. Alors là, voilà qu'une compagnie, la Cruise Loch Ness, une compagnie de Fort Augustus, qui se trouve complètement à l'extrême sud du Loch Ness, a donné son feu vert cette semaine à la construction d'un nouveau catamaran. Et il va coûter, là, au bas mot, 3 millions de dollars, ce catamaran. Il va permettre d'amener 220 personnes en visite, en balade, sur le Loch Ness. On raconte que le pont supérieur sera muni de très grandes baies vitrées qui va offrir une vue imprenable sur le Loch Ness. Alors, les gens qui veulent se lancer peut-être dans une chasse aux monstres, ben pourquoi pas le faire à bord de ce luxueux catamaran. Et tout ça pour te dire, Yannick, on comprend que les investisseurs capitalisent un peu sur l'industrie touristique. Industrie touristique qui a augmenté de 20% l'an dernier en Écosse, autour du Loch Ness. Et ça, principalement, à cause du tourisme chinois. OK. Puis les images du monstre du Loch Ness qu'on appelle Nessie, c'est ça? Oui, exact. C'est non familier, ça, le Nessie. Là. Ouais, ça s'est avéré faux, ces images-là? Ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a pendant à peu près 60 ans, il y a une photographie, entre autres, qui avait été prise le 1er avril. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, quand même. Le 1er avril 1934. Une photographie où on voit le Loch Ness, la surface du Loch Ness, et on voit une sorte de long cou sorti de l'eau, un peu un cou qui nous rappelle un cygne ou un canard. Là. Donc, et cette photographie avait, nous dit-on, été prise par un médecin, un gynécologue, en fait, de Londres, le docteur Wilson, et c'est lui qui a amené la pellicule pour la faire développer. Et là, il racontait une histoire avec ça, disant, je circulais sur les bords du lac avec ma voiture, j'ai vu ce coup sortir de l'eau, je suis arrêté avec mon appareil photo, et paf, j'ai croqué l'image. Le problème, c'est que en 1993, un type du nom de Christian Sperling, qui était sur son lit de mort, a dit, écoutez, vous savez cette fameuse photo dite du chirurgien où on voit ce long cou sorti de l'eau en 1934 et qui a illustré tous les livres qui ont suivi sur le Loch Ness. Il a même fait la page couverture de certains livres. Ben, cette photo était truquée. Là, il raconte que lui et un groupe de joyeux lurons, incluant le fameux Dr. Wilson, avait concocté cette histoire de monstre du Loch Ness dont on parlait abondamment dans la presse, en ajoutant sur un sous-marin jouet une sorte de cou en bois, en contreplaqué. Et là, ils ont mis le sous-marin dans l'eau et ils l'ont envoyé se promener, se balader comme ça sur le bord de la rive. Ils ont pris quelques photos avant que le jouet coule définitivement dans le Loch Ness. Et c'est une de ces fameuses photos qui va devenir l'image emblématique du monstre. Mais évidemment, tu l'auras compris, si cette photographie est truquée, ça ne veut pas dire que toutes les autres photographies prises du monstre le sont, et ça ne veut pas dire que tous les témoignages du monstre du Loch Ness sont à rejeter. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que le monstre du Loch Ness est un monstre en soi. Hein? Donc, on a des témoignages, il y a quelque chose de bizarre qui semble se passer dans le Loch Ness. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une variété de poissons qu'on n'a pas encore identifiée? Une variété de poissons ou même des loutres, hein, j'ai entendu comme explication la possibilité que des loutres ou des poissons de l'océan, de la mer Baltique, pourraient remonter jusque dans le Loch Ness et là être observés par des riverains, ce qui alimenterait les récits de monstres du Loch Ness. Mais bref, on n'a pas d'explication. Mais on a une longue période, un long échantillonnage de témoignages. Et j'imagine qu'avec la construction de ce catamaran, on peut être assuré qu'au cours des prochaines années, il y a certainement des touristes qui vont rapporter des trucs bizarres sur le Loch Ness.
Dans les derniers jours, les Philippins sur le bord des côtes ont découvert un bateau abandonné et avec stupéfaction, ont découvert un corps à l'intérieur. Et ce corps-là était très particulier. Ah, écoute, cette nouvelle-là a fait le tour du monde. Moi-même, quand je l'ai lu la première fois, j'ai pensé à un canular. Hein, en fait, la nouvelle est sortie au tout début du mois de mars. Pour ce qui concerne la découverte, hein, donc tu l'as mentionné, ce sont des pêcheurs philippins qui se trouvaient à peu près à une centaine de kilomètres à l'ouest des Philippines. Et là, le 25 février dernier, ils voient un bateau, un voilier qui est en mauvais état. Hein. Les voiles sont déchirées, les gréements sont brisés sur le pont. Mais le bateau prend pas l'eau, il semble pas être sur le point de sombrer, mais simplement un bateau abandonné, un vaisseau fantôme, comme on imagine en trouver dans le triangle des Bermudes. Alors, ces pêcheurs philippins vont accoster le bateau, monter à bord, et là, à leur stupéfaction, il y a un passager, mais tout un passager. Il est assis dans la dunette du bateau, il est assis sur un fauteuil, et le haut du corps est affalé sur la petite table. Et là, il y a la main tendue comme vers un objet, peut-être la radio ou quelque chose, et le corps est complètement momifié. Alors, évidemment, pour les Philippins, un peu superstitieux, ce truc-là semble sortir tout droit d'une émission de science-fiction ou un film d'horreur. Alors, le bateau va être remorqué, ramené à bon port, et là, évidemment, il y a une enquête de police. Mais déjà là, au moment de cette découverte, tu comprendras, trouver un navire abandonné avec un homme momifié à l'intérieur. Normalement, ça devrait être un corps en état de décomposition. Voilà, et si on se dit, écoute, c'est quand même extraordinaire. Mais là, tu vois, il y a quelques jours, les autorités philippines ont rendu public le rapport d'enquête de la police nationale. Et là, on en sait un peu plus sur ce fameux vaisseau fantôme. En fait, il s'agit d'un voilier qui appartenait à un certain Manfred Fritz Bajarat. C'était un Allemand de 59 ans. Et là, son histoire, elle est tout à fait extraordinaire. Lui et son épouse, Claudia, ont abandonné, en fait, tous leurs biens, ont vendu tous leurs biens. Et fin 2009, début 2010, ils ont décidé de vivre leur rêve. Ils étaient au début de la cinquantaine. Et leur rêve était de faire le tour du monde en voilier. Malheureusement, le rêve a connu une fin abrupte en 2010 lorsque Claudia, l'épouse, est tombée malade et finalement elle est morte d'un cancer galopant, dis-je, et elle a été inhumée en Martinique. Mais ce fameux Manfred Bajarat a décidé de continuer son voyage autour du monde. Et avec les mois, il est devenu un peu un ermite. Il communiquait très rarement avec l'extérieur. Et puis, on était à peu près sans nouvelles. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis à peu près 1 an. Mais on sait que le 31 janvier dernier, il a communiqué sa position au garde-côte de l'île de Guam dans le Pacifique. Donc, à ce moment-là, tout allait bien. Et là, ça a été, semble-t-il, son dernier message. Le navire aurait encore dérivé sur une centaine, à peu près 1 millier de kilomètres avant d'être découvert par les Philippins le 25 février, pardon. Et ce qui est assez étonnant, parce qu'on parle de ce corps momifié, et là, je te dis que le navire, le pilote du navire, le skipper, était tout à fait en vie et apparemment bien portant le 25 février. Alors comment, à peine 1 mois plus tard, on trouve un corps complètement momifié? Encore une fois, les légistes philippins arrivent à une conclusion, puis une conclusion assez surprenante. L'homme ne serait mort qu'1 semaine avant qu'on trouve le navire abandonné. Et c'est apparemment l'air salin, le vent, qui a fait que l'homme s'est momifié à l'intérieur du bateau. On a trouvé à l'intérieur du navire aucune marque de violence, donc on exclut la possibilité qu'il puisse s'agir d'un crime. Et l'autopsie semble révéler que ce monsieur Bajarat serait décédé d'un infarctus du myocarde, donc une crise cardiaque, et c'est probablement en voulant lancer un dernier SOS. Il s'est assis à la table, a tendu la main vers le micro, la radio de bord, pour lancer un SOS pour définir, en fait, pour donner sa position et bien sûr décrire sa position, sa santé. Et malheureusement, il est mort avant d'avoir pu lancer ce Mayday. Mais tu vois, on vient de lever le voile avec des explications, somme toute, assez banales pour une affaire qui avait commencé comme un véritable scénario de film d'horreur. Donc, c'est pas un bateau du triangle des Bermudes qui venait de réapparaître? Non, absolument pas. Quel dommage. Oui, voilà, un pauvre homme qui finalement est mort d'une crise cardiaque à bord de son bateau, sans secours, et finalement, l'air salin, le vent ont fait le reste.
transformant ce bateau en un bateau fantôme. C'est particulier parce qu'on l'a retrouvé assis à côté sur son poignet, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait un peu le bras tendu devant lui, la tête affaissée sur le bras, comme quelqu'un qui ferait une petite sieste. Hein? Ouais. Tu vois, si on s'assoit à une table, on fait une sieste, on met le bras sur la table, on s'en sert un peu comme oreiller. Ben, c'est exactement la position qu'avait ce monsieur Bajarat lorsque les pêcheurs philippins l'ont trouvé. Christian Page, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Yes, Christian Page, christianpage.ca, l'enquêteur du paranormal. D'ailleurs, on parlait de son livre un peu plus tôt, L'enquêteur du paranormal au cinéma, que Laurent, j'imagine que tu as commencé à lire. Oui. Que tu as commencé à feuilleter. Il est disponible à partir d'aujourd'hui. Et si vous voulez aller faire un tour sur sa page Internet pour en savoir plus sur cet homme, christianpage.ca. 8h27, on revient. Marceau, le soir.